À 13 heures, Garati refit l'inventaire. 200 kilomètres de fait. Ils étaient à 200 kilomètres au nord d'Augusta, la capitale de l'État, à 240 de Freeport, ou plus. Il avait terriblement peur qu'il y ait plus de 40 kilomètres entre Augusta et Freeport, probablement 360 de la frontière du New Hampshire, et le bruit courait que cette marche arriverait certainement aussi loin. Depuis un long moment, au moins 90 minutes, personne n'avait reçu son ticket. Il marchait, écoutant vaguement les acclamations des deux côtés, et il contemplait, kilomètre après kilomètre, la monotonie de la forêt de sapins. Garati se découvrait de nouveaux élancements dans le mollet gauche pour accompagner la sourde trépidation dans ses deux jambes et la souffrance continue de ses pieds. Enfin, vers midi, alors que la chaleur atteignait son comble, les fusils se firent entendre. Un garçon nommé Tressler, le numéro 92, avait eu une insolation et il avait été fusillé alors qu'il était sans connaissance. Un autre garçon fut pris de convulsions et reçut son ticket alors qu'il se tordait par terre en gargouillant affreusement parce qu'il avait avalé sa langue. Aronson, le numéro 1, souffrit de crampes aux deux pieds et fut tué sur la ligne blanche, debout comme une statue, la figure levée vers le soleil et le cou tordu. Et à 12h55, un autre garçon, que Garati ne connaissait pas, subit aussi une insolation. Je suis arrivé jusque-là, se dit Garati, en contournant le corps tressotant sur la chaussée que visaient les fusils, en voyant les diamants de sueur dans les cheveux du garçon épuisé et bientôt mort. Je suis arrivé jusque-là, est-ce que je ne peux pas partir maintenant ? Les fusils tonnèrent, et une bande d'écoliers, assis dans l'ombre maigre d'une caravane de scouts, applaudirent brièvement. « J'aimerais bien que le commandant passe, grommela Baker. « Je veux voir le commandant. »« Quoi » demanda machinalement Abraham. Il avait encore maigri dans les dernières heures, ses yeux étaient encore plus profondément enfoncés dans leurs orbites, l'ombre bleue de sa barbe naissante lui marbrait la figure. « Ouais, pour que je puisse lui pisser dessus, dit Baker. « Détends-toi, lui dit Garati. « Détends-toi donc. » Il avait perdu ses 3 avertissements. « Détends-toi toi-même, répliqua Baker. « Tu verras à quoi ça t'avancera. »« Tu n'as pas le droit de détester le commandant, reprit Garati. Il ne t'a pas forcé. »« Pas forcé, rétorqua l'autre. Pas forcé, mais il me tue, c'est tout. »« Oui, mais quand même, il n'est pas... »« Oh, ta gueule, dit sèchement Baker. Et Garati se tut. Il se massa un peu la nuque et leva les yeux vers le ciel blanc-bleu. Son ombre n'était qu'une petite tache informe sous ses pieds. Il souleva son 3e bidon de la journée et le vida. « Oh, pardon, dit Baker. Je ne voulais pas gueuler. Mes pieds... » « Oui, bien sûr, dit Garati. « Nous sommes tous pareils, reprit Baker. J'ai l'impression, des fois, que c'est ça le pire. » Garati ferma les yeux. Il avait grand sommeil. « Vous savez ce que j'aimerais faire, dit Pearson, qui marchait entre Garati et Baker. « Pisser sur le commandant, marmonna Garati. Tout le monde veut pisser sur le commandant. Quand il passera, nous lui sauterons tous dessus, et nous le traînerons par terre, et nous ouvrirons notre braguette, et nous le noierons dans... » « Non, c'est pas ce que je veux faire, dit Pearson. Pearson marchait comme un homme au dernier stade de l'ivresse consciente. Sa tête ballottait, formant des plis sur son cou. Ses paupières montaient et descendaient comme des stores déglingués. « Ça n'a rien à voir avec le commandant, reprit-il. Je veux simplement aller dans un pré, m'allonger et fermer les yeux. Rester simplement là, couché dans les blés. »« Mais on ne cultive pas de blé dans le Maine, dit Garati. C'est du foin. »« Dans le foin, alors. Et me composer un poème, tout en m'endormant. » Garati fouilla dans sa nouvelle ceinture de ravitaillement, mais la plupart des poches étaient vides. Finalement, il découvrit un sachet de Saltines dans du papier paraffiné et l'arrosa de son eau. « Je me fais l'impression d'une passoire, dit-il. Je bois et ça ressort de ma peau 2 minutes plus tard. » Les fusils claquèrent encore, et un nouveau garçon s'écroula sans grâce, comme un diable en boîte fatigué. « 45, annonça Scram d'une voix enrhumée en les rejoignant. Je ne crois pas que nous arriverons jamais à Portland à ce train-là. Tu n'as pas l'air d'aller trop bien, lui dit Pearson, et il y avait comme de l'optimisme prudent dans sa voix. Une chance pour moi que j'ai une bonne constitution, assura gaiement Scram. Je crois que je couvre de la fièvre en ce moment. Et Dieu, comment est-ce que tu tiens le coup demanda Abraham, avec une espèce de respect religieux. Moi ? Tu parles de moi répliqua Scram. Regardez-le, lui, comment est-ce qu'il tient le coup? Voilà ce que j'aimerais savoir. Et il désigna Olson du pouce. Depuis 2 heures, Olson ne disait rien. Il n'avait pas touché à son dernier bidon. Des regards gourmands se tournaient vers sa ceinture presque intacte. Ses yeux noirs comme de l'obsidienne étaient fixés devant lui.
Sa figure était assombrie par une barbe de 2 jours, et il avait une mine de loup malade. Ses lèvres étaient sèches et craquelées. Sa langue pendait sur la lèvre inférieure, comme un serpent mort au bord d'une caverne. Son teint avait perdu le rose de la santé, il avait la figure d'un gris sale. La poussière de la route s'y collait. Il y est, pensa Garati, bien sûr. Ou nous irions tous, comme disait Stibbins, si nous tenions assez longtemps. Quelle profondeur a-t-il atteinte à l'intérieur de lui-même? Des brasses, des kilomètres, des années-lumière? Quelle profondeur et quelle obscurité? Et la réponse lui vint. Trop profond pour voir dehors. Il se cache, là, dans le fond, dans les ténèbres, et c'est trop profond pour voir dehors. Olson murmura-t-il. Olson. Olson ne répondit pas. Rien ne bougeait que ses pieds. J'aimerais bien qu'il rentre au moins sa langue, chuchota nerveusement Pearson. La marche continuait. Les arbres se clairsemèrent, et ils traversèrent encore une fois une large esplanade. Les trottoirs étaient pleins de spectateurs enthousiastes. Les pancartes au nom de Garati prédominaient, et puis la forêt se referma. Mais même les arbres ne pouvaient repousser les spectateurs maintenant. Ils commençaient à envahir les bas-côtés. De jolies filles en short et corsage bain de soleil, des garçons en short et débardeur. Joyeuses vacances, pensa Garati. Il ne pouvait plus souhaiter de ne pas être là. Il était trop fatigué et trop engourdi pour la rétrospection. Ce qui est fait est fait. Rien au monde n'y changerait rien. Bientôt, supposa-t-il, l'effort serait trop grand pour seulement parler aux autres. Il aurait voulu se replier sur lui-même et s'y cacher, comme un petit garçon enroulé dans un tapis, sans autre souci. Alors, tout serait bien plus simple. Il avait beaucoup réfléchi à ce que McVryse lui avait dit, qu'ils s'étaient tous fait avoir, qu'ils avaient été escroqués. Mais ça ne pouvait pas être vrai, se répéta-t-il obstinément. L'un d'eux n'avait pas été volé, l'un d'eux allait voler tout le monde. Il s'humecta les lèvres et but un peu d'eau. Ils passèrent devant un petit panneau vert, les informant que l'autoroute du Maine était à 70 kilomètres. Ça y est, dit-il, sans s'adresser à personne en particulier. 70 kilomètres jusqu'à Old Town. Personne ne répondit, et Garati envisageait de rebrousser chemin vers McVryse quand ils arrivèrent à un croisement où une femme se mit à hurler. La circulation était arrêtée par des barrières, et la foule s'y pressait, contenue par des flics. Les gens agitaient les bras, brandissaient des pancartes, des flacons de lotion solaire. La femme qui hurlait était grosse, avec une figure rouge. Elle se jeta contre une des barrières, la renversa, entraînant avec elle des mètres de cordon jaune, et puis elle se débattit en griffant les policiers qui la retenaient sans cesser de crier. Les flics grognaient sous l'effort. « Je la connais, pensa Garati, je la connais. » Le foulard bleu, les yeux brillants, belliqueux, même la robe bleu marine à l'ourlet irrégulier. Les hurlements de la femme devenaient incohérents. Ses ongles tracèrent des sillons de sang sur la figure d'un des flics qui la maintenait, qui essayait de la maintenir. Garati passa à 3 mètres d'elle, et il se rappela où il l'avait déjà vue. C'était la mère de Percy, naturellement. Percy, qui avait essayé de s'enfuir dans les bois, et qui, ainsi, s'était jeté dans l'au-delà. « Je veux mon garçon! Je veux mon garçon !» glapissait-elle. La foule poussa des cris enthousiastes. Derrière elle, un petit garçon lui cracha sur la jambe et partit en courant. « Jan, pensa Garati, je marche vers toi, Jan. Au diable tout ce merdier, je te jure que j'arrive. » McVryse avait raison. Jan n'avait pas voulu qu'il s'engage. Elle avait pleuré. Elle l'avait supplié de changer d'idée. Il pouvait attendre, elle ne voulait pas le perdre. Je t'en supplierai, ne fais pas l'imbécile. La longue marche n'est qu'un assassinat. Ils étaient assis sur un banc près du kiosque à musique. Il y avait un mois, en avril, et il avait passé un bras autour d'elle. Elle avait mis le parfum qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Le parfum semblait faire ressortir son odeur secrète de fille, sombre, charnelle, enivrante. « Mais il faut que j'y aille, lui avait-il dit. « Il le faut, tu ne comprends donc pas, il faut que j'y aille. »« Ray, tu ne sais pas ce que tu fais, Ray, avait-elle répondu. « Je t'en supplie, n'y va pas, je t'aime. » Ma foi, pensait-il à présent, tout en marchant, pour ça, elle avait raison. Je ne comprenais vraiment pas ce que je faisais, mais je ne le comprends toujours pas, c'est ça le diable, l'enfer pur et simple de la chose. Garati? Il redressa vivement la tête. Il s'était encore à moitié endormi. C'était McVryse qui marchait à côté de lui. « Comment tu te sens » demanda-t-il. « Comment je me sens » marmonna Garati en hésitant. « Pas trop mal, je pense. Oui, je crois que ça va. »« Barkovitch est en train de craquer » annonça McVryse avec une joie paisible. « J'en suis sûr, il parle tout seul, et il boite. »« Toi aussi tu boites » répondit Garati.
Personne aussi, et moi aussi. Oh, j'ai mal aux pieds, c'est tout, répondit McVrice. Mais Barkovitch, il n'arrête pas de se frotter la jambe. Je crois qu'il a une élongation. Et pourquoi est-ce que tu le détestes tant demanda Garati. Pourquoi pas Collie Parker, ou Olson, ou nous tous? Parce que Barkovitch sait ce qu'il fait, répondit McVrice. Oui, il joue pour gagner. C'est ça que tu veux dire? Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire, Ray. Je me demande si tu le comprends toi-même, dit Garati. D'accord, c'est un fumier, mais faut peut-être en être un pour gagner. Les bons finissent derniers demanda McVrice. Hein, comment veux-tu que je le sache? Merde, dit Garati. Ils passèrent devant une minuscule école en bois. Des enfants dans la cour de récréation leur firent signe. Plusieurs garçons étaient juchés sur le portique de gymnastique comme des sentinelles, et Garati se rappela les hommes de la Syrie quelques dizaines de kilomètres avant. Garati cria un des gosses. Ray Garati Garati Un petit gamin aux cheveux ébouriffés sauta sur place, tout en haut du portique, en agitant les deux bras. Garati lui répondit pour la forme. Le gosse fit une cabriole, se suspendit la tête en bas par les genoux et continua de lui faire signe. Garati fut un peu soulagé de laisser cette école derrière lui. Personne les rejoignit. J'ai réfléchi, dit-il. Oh, te fatigue pas, conseilla McVrice. Faible mec, c'est de la faiblesse, ça, lui rétorqua Pearson. Et à quoi t'as réfléchi demanda Garati. Qu'est-ce que ça doit être dur d'être l'avant-dernier à tenir, dit Pearson. Pourquoi si dur demanda McVrice. Pearson bredouilla, se frotta les yeux et regarda un sapin qui avait été foudroyé. Ben quoi, tu sais, tenir plus longtemps que tout le monde, absolument tout le monde, à part ce dernier type. Il devrait y avoir un prix placé, voilà ce que je me dis. Mais quoi demanda McVrice. J'en sais rien, dit Pearson. Et pourquoi pas sa vie hasarda Garati. Mais qui marcherait pour ça demanda Pearson. Ben personne, pas avant que la marche commence peut-être. Mais en ce moment, je m'en contenterai bien. Au diable le prix, au diable mon plus grand souhait exaucé. Et toi demanda Garati. Pearson réfléchit un long moment. Ouais, j'en vois pas la raison, avoua-t-il enfin. Dis-lui, Pete, dit Garati. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il a raison, toute la bite ou pas de bite du tout, dit McVrice. T'es dingue, dit Garati, mais sans grande conviction. Il avait affreusement chaud, il était très fatigué, et il sentait un petit soupçon de début de mal de tête. C'est peut-être comme ça que l'insolation commence, pensa-t-il, et ce serait peut-être le mieux. Sombrer, tout simplement, dans une demi-inconscience, au ralenti, et se réveiller mort. C'est sûr, répondit aimablement McVrice. Nous sommes tous dingues, sinon nous ne serions pas ici. Je croyais qu'on avait épuisé ce sujet depuis longtemps. Nous voulons mourir, Ray. T'as pas encore fait entrer ça dans ta petite tête de malade de plouc? Regarde Olson, un crâne en haut d'un bâton. Dis-moi qu'il ne veut pas mourir. Non, tu ne peux pas. La seconde place, c'est moche. Déjà qu'un seul d'entre nous soit frustré de ce qu'il veut vraiment. Je pige rien à toute cette psycho-histoire à la con, déclara Pearson. Je pense simplement que personne ne devrait avoir à se faire choper second. Garati éclata de rire. Vous êtes complètement cinglé, dit Pearson. McVrice rit aussi. Maintenant, tu commences à voir les choses à ma façon. Prends un peu plus le soleil, fais encore mijoter ton cerveau, et on fera de toi un vrai croyant, dit McVrice. La marche se poursuivit. Le soleil semblait gentiment posé sur le toit du monde. Le mercure atteignit les 27 degrés. Un des garçons avait un thermomètre de poche, et oscilla pendant plusieurs minutes brûlantes sur les 28. 28, se dit Garati. Pas si chaud que ça. En juillet, ça montait jusqu'à 33. 28, juste la bonne température pour s'asseoir au jardin sous un orme et manger de la salade de poulet sur de la laitue. 28, juste ce qu'il fallait pour aller piquer une tête ou faire un plat dans la royale. Mon Dieu, qu'est-ce que ça ferait du bien. L'eau était tiède à la surface, mais en bas, autour des pieds, elle était fraîche, et on sentait le courant vous entraîner un peu. Il y avait des tourbillons près des rochers, mais on pouvait les éviter si on n'était pas trop con. Toute cette eau, rafraîchissant la peau, les cheveux, l'entrejambe. Sa peau brûlante en tremblait, rien que d'y penser. Juste bien pour se mettre en caleçon de bain et passer des heures dans le hamac de toile du jardin avec un bon livre, et s'assoupir peut-être. Une fois, il avait tiré Jeanne dans le hamac avec lui, et ils y étaient restés allongés ensemble, se balançant, jusqu'à ce que sa bite lui fasse l'effet d'un long caillou brûlant contre son bas-ventre. Elle n'avait pas eu l'air de s'en fâcher. 28. Le bon Dieu dans une chevrolette, 28 degrés. 28.
28, v'là que ça fuit, v'là qu'on est cuit. J'ai jamais eu si chaud de ma vie, dit Scram, le nez bouché. Sa large figure était rouge et trempée de sueur. Il s'était mis torse nu. La transpiration lui coulait dessus, comme de petits ruisseaux au printemps. Tu ferais mieux de remettre ta chemise, conseilla Baker. Tu vas attraper froid quand le soleil commencera à se coucher. Et alors là, ce sera la vraie poisse. Oh, ce foutu rube, je suis brûlant. Il va pleuvoir, promit Baker, en interrogeant le ciel vide. Il faut qu'il pleuve, forcément. Il n'y a rien de forcé, foutre, intervint Collie Parker. J'ai jamais vu un état aussi merdeux. Si ça ne te plaît pas, t'as qu'à rentrer chez toi, dit Garrity, et il pouffa bêtement. Oh, dans le cul, rétorqua l'autre. Garrity s'obligea à ne boire qu'une gorgée de son bidon. Il ne voulait pas que l'eau lui donne des crampes. Ce serait une sacrée façon d'y passer. Il en avait eu une fois, et c'était une fois de trop. Il aidait leurs voisins d'à côté, les Elwell, à rentrer leur foin. Il faisait une chaleur explosive dans le fournil des Elwell, et il se balançait les balles de 30 kilos à la chaîne, à la manière des pompiers. Garrity avait commis l'erreur tactique d'avaler d'un coup 3 louches de l'eau glacée apportées par Mrs. Elwell. Il avait soudainement ressenti une douleur atroce dans la poitrine, le ventre et la tête. Il avait glissé sur du foin épars, et il était tombé du fournil dans le camion. Monsieur Elwell l'avait soutenu par la taille, avec ses grosses mains calleuses, pendant qu'il vomissait par-dessus le rebord, tout pénétré de douleur et de honte. On l'avait renvoyé chez lui, un gamin qui avait raté une de ses premières épreuves d'adulte, les bras couverts d'urticaire des foins et de l'herbe plein les cheveux. Il était rentré sous le soleil qui tapait à coups de marteau sur sa nuque courbée. Il frissonna convulsivement, le corps un instant envahi par la chair de poule. Le mal de tête lui vrillait le crâne derrière les tempes. Comme ce serait facile de lâcher la rampe. Il regarda Olson. Olson était toujours là. Sa langue virait au noirâtre. Sa figure était dégoûtante, ses yeux fixes. Je ne suis pas comme lui. Mon Dieu, faites que je ne sois pas comme lui, s'il vous plaît. Je ne veux pas finir comme Olson. Ça va nous saper, dit sombrement Baker. Nous n'arriverons pas jusqu'au New Hampshire, je vous parie. Il y a 2 ans, il y a eu de la grêle, révéla Abraham. Ils sont arrivés à la frontière, enfin 4 d'entre eux en tout cas. Oui, mais la chaleur, c'est différent, dit Jensen. Quand il fait froid, tu peux marcher plus vite et te réchauffer. Quand t'as trop chaud, tu peux marcher plus lentement et t'es refroidi. Y a pas de justice, s'écria rageusement Collie Parker. Pourquoi est-ce qu'ils font pas cette bon Dieu de putain de longue marche dans l'Illinois, là où c'est plat? Moi, j'ai bien le bed, dit Scram. Pourquoi est-ce que tu dis tant de gros mots, Parker? Et toi, pourquoi est-ce que t'as tant de morphes qui coulent de ton blaire? Rétorqua Parker. Parce que je suis comme ça, voilà. Ça te gêne? Garrity regarda sa montre. Elle était arrêtée à 10h16. Il avait oublié de la remonter. Quelqu'un à l'heure demanda-t-il. Attends voir, dit Pearson, se penchant sur sa montre. Il est trop duc et demi, Garrity. Tout le monde rit. Non mais allez, ma montre est arrêtée. Pearson regarda encore. 14h02, dit-il, et il leva les yeux vers le ciel. Ce soleil ne va pas se coucher avant bien longtemps. Le soleil était agressivement suspendu au-dessus des cimes des arbres, pas encore assez bas pour qu'il y ait de l'ombre sur la route, et il n'y en aurait pas avant 1 heure ou 2. Au loin vers le sud, Garrity crut distinguer des traînées violacées qui pourraient être des nuages de pluie, à moins qu'il prenne ses désirs pour des réalités. Abraham et Collie Parker discutaient distraitement des mérites des carabines à 4 canons. Personne d'autre n'était enclin à la conversation. Garrity s'écarta un peu vers le bas-côté, tout seul, pour agiter de temps en temps la main vers un spectateur, mais sans le faire systématiquement. L'ensemble des marcheurs n'était plus aussi étiré. L'avant-garde était en vue. 2 grands garçons bronzés, avec leurs blousons de cuir noir attachés autour de la taille. Le bruit courait qu'ils étaient pédés, qu'ils étaient ensemble, mais Garrity y croyait comme au fait que les poules ont des dents. Ils n'étaient pas du tout efféminés, et ils avaient l'air d'assez chic types. Encore que rien de tout ça n'eût de rapport avec le fait d'être pédés ou non, supposait-il. Puis d'abord, ça ne le regardait pas. Derrière eux se trouvait Barkovitch, suivi de McVryse, les yeux fixés sur son dos. Le bob jaune débordait toujours de la poche arrière de Barkovitch, et Garrity ne lui voyait aucun signe de faiblesse. Même, se dit-il, avec un petit pincement au cœur, c'est McVryse qui a l'air vanné. Derrière McVryse et Barkovitch venait un petit groupe anarchique de 7 ou 8 garçons, le genre d'alliance assez relâchée qui se formait et se déformait au hasard de la longue marche, avec de constantes allées et venues de nouveaux et d'anciens membres. Derrière eux marchait un groupe plus restreint, et encore derrière, Scram, Pearson, Baker, Abraham, Parker et Jensen, son groupe.
D'autres y avaient appartenu au départ, mais ils se rappelaient à peine leur nom. Derrière suivaient encore 2 petits pelotons. Enfin, dispersés le long de la colonne, les solitaires. Quelques-uns, comme Olson, repliés sur eux-mêmes, étaient léthargiques. D'autres, comme Stibbins, préféraient sincèrement leur propre compagnie à celle des autres. Et presque tous avaient cette expression tendue, craintive, que Garati ne connaissait que trop à présent. Les fusils se braquèrent sur un des solitaires, qu'ils regardaient, un garçon petit et rond, en vieux gilet de soie verte. Garati croyait se souvenir qu'il avait récolté un 3e avertissement il y avait environ une demi-heure. Le garçon jeta un bref coup d'œil terrifié au fusil et força l'allure. Les armes se désintéressèrent de lui, du moins pour le moment. Garati éprouva une subite et incompréhensible bouffée d'optimisme. Il ne devait plus être qu'à 60-65 kilomètres d'Old Town et de la civilisation maintenant, si l'on pouvait parler de civilisation à propos d'un patelin comme ça. Ils y arriveraient dans la nuit et prendraient l'autoroute. À partir de là, ce serait du gâteau. Sur l'autoroute, on pouvait marcher dans l'herbe du terre-plein central et ôter ses souliers si on voulait. Sentir la fraîcheur de la rosée. Dieu de Dieu, que ce serait bon. Il s'épongea le front avec le bras. Les choses allaient peut-être bien s'arranger après tout. Au loin, les traînées violacées s'étaient rapprochées. C'étaient indiscutablement de gros nuages d'orage. Les détonations claquèrent et il ne sursauta même pas. Le garçon au gilet de soie verte avait pris son ticket, la figure tournée vers le soleil. La mort n'était pas si mauvaise, peut-être. Tout le monde, même le commandant, devait l'affronter un jour ou l'autre. Alors qui volait qui, tout bien considéré? Il se promit de dire ça à McVryse la prochaine fois qu'il causerait. Il pressa le pas et prit la résolution d'agiter la main la prochaine fois qu'il verrait une jolie fille. Mais avant la jolie fille, il y eut le petit homme italien. C'était une caricature d'Italien, avec un feutre mou cabossé et une moustache noire en guidon de vélo. Il se tenait à côté d'un long break au haillon ouvert, en agitant les bras et exhibant un sourire de dents incroyablement blanches, incroyablement carrées. Un tapis isolant avait été posé dans le fond du compartiment à bagages du break, et de la glace pilée y avait été tassée, d'où ressortaient en des dizaines d'endroits les larges sourires roses et verts de tranches de pastèque. Garati sentit son estomac faire 2 cabrioles, comme un plongeur. Un écriteau sur le toit du véhicule proclamait « Dom Lancio vous aime tous, marcheurs. Pastèque gratuite !» Plusieurs, dont Abraham et Collie Parker, se précipitèrent vers le bas-côté. Tous eurent un avertissement. Ils faisaient plus de 6,5 km à l'heure, mais dans la mauvaise direction. Dom Lancio, les voyant arriver, éclata de rire, un grand rire joyeux, simple et cristallin. Il applaudit, fourragea dans la glace et se redressa les mains pleines de tranches de pastèque rose. Garati en eut l'eau à la bouche. Mais ils ne vont pas le laisser faire, pensa-t-il. Ils n'ont pas permis à l'épicier de donner des sodas. Mais, mon Dieu, ce serait si bon. Est-ce que pour une fois, ils ne pourraient pas fermer un peu les yeux? Et d'abord, où est-ce qu'ils avaient bien pu trouver des pastèques en cette saison? Les marcheurs se pressèrent contre les cordons du bas-côté, délirant de bonheur, des 2e avertissements furent lancés, et puis les agents de police de l'État surgirent miraculeusement pour retenir Dom Lancio, dont la voix s'éleva forte et claire. « Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça je ne peux pas? C'est mes pastèques à moi, crétin de flic! Je veux les donner, j'ai le droit de les donner, non? Qu'est-ce que vous croyez? Foutez-moi la paix, sale bougre !» Un des policiers voulut saisir les tranches qu'il avait à la main, un autre l'évita et alla claquer le haillon du break. « Salaud !» hurla Garati à plein poumon. Son cri fila, dans la journée ensoleillée, comme une lance de verre, et un des policiers tourna la tête, l'air surpris, et presque penaud. « Bande de fumier puant! Fausse couche et fils de pute !»« Leur envoie pas dire, Garati !» cria quelqu'un, et c'était Barkovitch, avec un large sourire plein de crocs, qui brandissait les 2 poings vers les agents. Mais tout le monde criait, à présent. Ces policiers n'étaient pas des soldats de la longue marche, triés sur le volet, frais et moulus des escouades nationales. Ils étaient rouges et embarrassés, mais malgré tout, ils écartaient rapidement Dom Lancio et ses poignées de sourire roses du bas-côté. Dom Lancio oublia son anglais, ou y renonça. Il se mit à glapir des injures italiennes imagées. La foule hua les policiers. Une femme coiffée d'un chapeau de paille à large bord lança un transistor à l'un d'eux. La petite radio le frappa à la tête et fit tomber sa casquette. Garati eut pitié de lui, mais continua de lui lancer ses imprécations. Il ne pouvait se retenir. Cette expression, fils de pute, il croyait que plus personne ne disait ça, qu'on ne trouvait ces mots que dans les livres. Alors qu'il semblait que Dom Lancio, le petit Italien, allait être escamoté pour de bon, il se dégagea et revint en courant vers eux.
La foule s'écarta pour le laisser passer et se referma, ou tenta de le faire, devant la police. Un des agents se plaqua au sol, le saisit au genou et le fit tomber à plat ventre. Juste avant de perdre l'équilibre, Dom Lancio lança de toutes ses forces ses magnifiques sourires roses. « Dom Lancio vous aime tous !» hurla-t-il. La foule l'acclama follement. Dom atterrit la tête la première dans la poussière et se retrouva les mains attachées dans le dos par des menottes en un clin d'œil. Les tranches de pastèque tournoyèrent au soleil, et Garati éclata de rire, et leva les deux bras au ciel pour brandir triomphalement les poings, quand il vit Abraham en attraper une au vol, avec une adresse nonchalante. D'autres reçurent des troisièmes avertissements pour s'être baissés et avoir ramassé des morceaux, mais chose extraordinaire, personne ne fut abattu, alors que 6 des garçons avaient réussi à saisir des tranches. Les autres les encourageaient ou injuriaient copieusement les soldats au visage de marbre, dont l'expression révélait, espérait-on, une déconvenue subtile. « J'aime tout le monde !» rugit Abraham, hilar et la figure maculée de jus rose, et il cracha en l'air 3 pépins noirs. « Nom de Dieu !» s'exclama joyeusement Colly Parker. « Bon Dieu de bon Dieu, moi aussi, merde alors !» Il fourra son nez dans sa tranche, mangea goulûment, puis la cassa en deux et en lança une moitié à Garati, qui fut tellement surpris qu'il faillit ne pas l'attraper. « Pour toi, Plouc !» cria Colly. « Ne dis pas que je ne t'ai jamais rien donné, bougre de petzouille !» Garati rit. « Va te faire voir !» répondit-il. La pastèque était fraîche, froide, glacée. Du jus lui remonta dans le nez, il en coula sur son menton et, délice, dans sa gorge. Il ne s'en permit que la moitié. « Hé, Pete !» cria-t-il en lui lançant le dernier bout. McVrice l'attrapa d'un revers élégant, démontrant l'adresse qui fait les bons joueurs de baseball. Il sourit à Garati et mangea le reste. Garati regarda autour de lui avec une joie insensée qui lui faisait battre le cœur, qui lui donnait envie de faire des cabrioles, de marcher sur les mains. Presque tout le monde avait eu un morceau de pastèque, ne serait-ce qu'un bout de chair rose encore accroché à une graine. Stibbins, comme d'habitude, faisait exception. Il regardait la chaussée. Il n'avait rien dans les mains, aucun sourire sur la figure. Qu'il aille au diable, pensa Garati. Mais néanmoins, un peu de sa joie le quitta. Ses pieds redevinrent lourds. Il savait que ce n'était pas parce que Stibbins n'en avait pas eu, ni parce que Stibbins n'en voulait pas. Stibbins n'en avait pas besoin. 14h30. Ils avaient couvert 190 kilomètres. Les nuages noirs se rapprochaient. Un vent frais se leva, souffla lentement vers eux, et la température baissa subitement. On se serait cru en automne. Garati reboutonna rapidement sa chemise. « Voilà que ça revient, dit-il à Scram. Tu ferais bien de remettre ta chemise. Tu rigoles, dit Scram. Jamais je ne me suis senti aussi vieux de la journée. Ça va faire boum, prédit gaiement Parker. Ils étaient au sommet d'un plateau en pente et voyaient le rideau de pluie battre la forêt à leur rencontre au-dessus des gros nuages plombés. Directement au-dessus d'eux, le ciel était d'un jaune maladif. Un ciel de tornade, se dit Garati. Ce serait le bouquet. Que ferait-il si une tornade balayait la route et les emportait tous au pays d'Oz, dans un tourbillon de poussière et de graines de pastèque? Il rit. Le vent lui arracha son rire de la bouche. « McVrice !» McVrice bifurqua pour le rejoindre. Il était courbé contre le vent, ses vêtements plaqués au corps et claquant derrière lui. Ses cheveux noirs et la cicatrice sur sa figure hâlée lui donnaient l'air d'un loup de mer buriné, un peu fou, debout sur le pont de son bateau. « Quoi ?» hurla-t-il. « Est-ce qu'il y a une clause dans le règlement sur les actes de Dieu ?» demanda Garati. McVrice réfléchit. « Non, je ne crois pas. »« Et qu'est-ce qui arrivera si nous sommes frappés par la foudre ?» McVrice, qui boutonnait son blouson, rejeta la tête en arrière et s'esclaffa. « Eh ben, nous serons morts !» Garati renifla et s'écarta. Quelques marcheurs interrogeaient anxieusement le ciel. Ce ne serait pas une petite averse, comme celle qui les avait rafraîchis dans la chaleur de la veille. Ça ferait boum, comme disait Parker. Oh oui, sûrement un grand boum. Une casquette de baseball arriva en tournoyant entre ses jambes, et en se retournant, il vit un petit garçon qui la suivait des yeux avec un air attristé. Scram l'attrapa et voulut la lui relancer, mais le vent l'emporta en dessinant un grand arc de cercle, et elle alla se percher dans un arbre aux branches follement secouées. Un coup de tonnerre claqua. Un éclair fourchu zébra le ciel, et la foudre tomba sur l'horizon. Les soupirs rassurants du vent dans les sapins s'étaient changés en hurlements de fantômes furieux, en sifflements tragiques. Les fusils tirèrent, et le bruit se perdit dans le fracas du tonnerre et du vent. Garati tourna la tête, certain qu'Olson avait pris la balle.
Mais Olson était toujours là, ses vêtements flottants, révélant la rapidité avec laquelle il avait perdu du poids. Olson avait aussi perdu sa veste en chemin. Les bras sortant des manches courtes de sa chemisette étaient osseux et minces comme des crayons. C'était quelqu'un d'autre qu'on traînait sur le bas-côté. La figure était petite, épuisée et tout à fait morte sous la crinière de ses cheveux. Si c'était un vent arrière, nous serions à Holton à 4h30, s'écria joyeusement Barkovitch. Son bob était tiré sur ses oreilles, et sa figure pointue était rayonnante, délirante. Garati comprit tout à coup. Il se promit de le dire à McVryse. Barkovitch n'avait pas toute sa raison. Quelques minutes plus tard, le vent tomba subitement. Le tonnerre se réduisit à un sourd grondement. La chaleur revint les accabler, moite et presque insupportable après la brève fraîcheur du vent. Qu'est-ce qui lui est arrivé rugit Collie Parker. Hein, Garati? Est-ce que ton foutu état déconne aussi avec les orages? Je crois que tu vas avoir ce que tu veux, répliqua Garati. Mais je ne sais pas si tu en voudras quand tu l'auras. Ouh, Raymond! Raymond Garati! Il sursauta et se retourna. Pendant une seconde d'horreur, il crut que c'était sa mère, et des visions de Percy dansèrent dans sa tête. Mais ce n'était qu'une dame d'un certain âge, au doux sourire, qui le regardait de sous le magazine Vogue, qui la protégeait de la pluie. Vieille peau, marmonna Baker à côté de lui. Bon, elle m'a l'air assez gentille. Tu la connais? Demanda Garati. Oh, je connais le genre, grogna Baker. Elle ressemble à ma tante Hattie. Elle aimait aller aux enterrements, écouter les gens pleurer et gémir et faire des histoires, avec ce même sourire, comme un chat qui a trouvé une jatte de crème. C'est peut-être la mère du commandant, dit Garati. Il voulait être drôle, mais la plaisanterie tomba à plat. La figure de Baker était crispée et pâle dans le faux jour orageux. Ma tante Hattie avait 9 gosses, dit Baker. 9, Garati. Elle en a enterré 4 avec toujours le même sourire, ses propres enfants. Il y a des gens qui aiment voir mourir les autres. Moi, je comprends pas ça. Et toi? Non, moi non plus, dit Garati, que Baker mettait mal à l'aise. Le tonnerre revenait rouler en grondant dans le ciel. Et ta tante Hattie, elle est morte maintenant? Demanda-t-il. Non, elle est chez nous, dit Baker. Probablement sur la terrasse, dans son fauteuil à bascule. Elle ne peut plus beaucoup marcher. Elle reste assise là, à se balancer, à écouter des conneries à la radio, en souriant à chaque fois qu'elle entend de nouvelles statistiques. Est-ce que t'as déjà vu une chatte manger ses petits, Garati? Garati ne répondit pas. Il y avait de l'électricité dans l'air maintenant, en partie à cause de l'orage en suspens au-dessus d'eux, en partie pour autre chose. Il ne savait quoi. Quand il fermait les yeux, il lui semblait voir les yeux décentrés de Beagle d'Alessio qui le regardait dans les ténèbres. Finalement, il dit à Baker. Est-ce que dans ta famille, tout le monde s'occupe de la mort? Baker sourit faiblement. Ma foi, j'ai bien songé à aller dans une école d'embaumeur, après le lycée, dans quelques années. C'est un bon métier. Les croque-morts mangent à leur faim, même pendant les crises. Moi, j'ai toujours pensé à me lancer dans la fabrication d'urinoirs, dit Garati. Obtenir des contrats avec des cinémas, des bowling ou des trucs comme ça. C'est assez du sûr. Mais combien est-ce qu'il peut y avoir de fabriques d'urinoirs dans le pays? Ouais, je sais pas, mais je crois pas que j'ai encore envie de me faire croque-mort, dit Baker. Note que ça n'a pas d'importance. Un énorme éclair déchira le ciel, suivi d'un coup de tonnerre colossal. Le vent reprit par rafales saccadées. Des nuages couraient comme des corsaires fous sur une mer noire de cauchemar. Ça vient, annonça Garati. Ça vient, Baker. Il y a des gens qui disent qu'ils s'en foutent, déclara subitement Baker. Quelque chose de simple. Voilà ce que je veux quand je m'en dirai. C'est ce qu'il lui disait à mon oncle. Mais la plupart ne s'en foutent pas du tout. C'est ce qu'il me disait toujours. Ils prétendent tous, un simple cercueil en sapin me suffira. Mais ils finissent par en avoir un gros, doublé de plomb, s'ils ont les moyens. Des États notent même le numéro du modèle dans leur testament. Pourquoi? Demanda Garati. À part chez nous, répondit Baker, la plupart veulent avoir des mausolées, être hors de la terre. Ils ne veulent pas être sous terre parce que là d'où je viens, c'est plein d'eau. Les choses pourrissent vite avec l'humidité. Mais si on n'est pas enterré, il y a les rats. Les gros rats des bayous de Louisiane, des rats de cimetière, et ils te rongent ces cercueils de sapin en un rien de temps. Les bourrasques les tiraillaient de leurs invisibles mains. Garati souhaita que l'orage éclate un bon coup. C'était comme un manège fou. On pouvait parler de n'importe quoi, on en revenait toujours à ce même foutu sujet. Moi, je voudrais pas, moi, dit Garati. Allonger 1500 $ rien que pour écarter des rats quand je serai mort.
Ouais, je sais pas, dit Baker, les paupières lourdes, l'air ensommeillé. Ils s'attaquent d'abord aux parties les plus tendres, c'est ça qui me tracasse. Je les vois ranger un trou dans mon cercueil, un grand trou, et finalement se glisser dedans, et attaquer tout de suite mes yeux, comme si c'était des jujubes. S'ils me mangeraient les yeux, alors je serais une partie de ces rats, non? Je sais pas, dit Garati, écœuré. Oh, non merci, reprit Baker. Je prendrai la doublure de plomb, à tous les coups. Ouais, sauf que t'en aurais besoin qu'une fois, répliqua Garati, avec un petit rire horrifié. C'est vrai, reconnut sérieusement Baker. Un autre éclair jaillit, presque rose, qui laissa dans l'air une odeur d'ozone. Quelques instants plus tard, l'orage s'abattit de nouveau sur eux, mais ce n'était plus de la pluie, c'était de la grêle. En 5 secondes, ils furent criblés de grêlons, gros comme des cailloux. Plusieurs garçons crièrent, et Garati s'abrita les yeux d'une main. Le vent reprit de la force en hurlant. Les grêlons rebondissaient ou s'écrasaient sur la chaussée, sur les figures et les corps. Jensen se mit à courir en rond, les mains sur les yeux, en se prenant les pieds, en trébuchant, en proie à une panique totale. Il finit par s'égarer sur le bas-côté, et les soldats du half-track durent tirer une demi-douzaine de balles dans le rideau mouvant de la grêle avant d'être sûrs de leur coup. Adieu, Jensen, pensa Garati. Désolé, mon petit vieux. La pluie remplaça la grêle, transformant en cascade la côte qu'ils gravissaient, faisant fondre les grêlons amassés sous leurs pieds. Puis une nouvelle vague de grêle les frappa, et encore de la pluie, encore des grêlons, et finalement il n'y eut plus que de la pluie en nappe régulière, dont le bruit de ruissellement était ponctué par de grands coups de tonnerre. Nom de Dieu, glapit Parker en rejoignant Garati. Il avait la figure marbrée de rouge et l'allure d'un rat d'eau noyé. Garati, commença-t-il, c'est sans aucun doute. Ouais, le plus merdeux des 51 États, acheva Garati. Va prendre une douche froide, tiens. Parker rejeta la tête en arrière, la bouche ouverte sous la pluie. Ah, c'est ce que je fais, merde. Ouais, c'est ce que je fais. Garati se baissa dans le vent et rattrapa McVryse. Qu'est-ce que t'en dis demanda-t-il. McVryse serra ses bras autour de lui et frissonna. Moi, qu'on ne peut pas gagner. Mais maintenant, je voudrais que le soleil revienne. Oh, ça ne va pas durer, promit Garati. Mais il se trompait. 16 heures arrivèrent et il pleuvait toujours. Alors qu'ils allaient entamer leur seconde nuit sur la route, il n'y eut pas de coucher de soleil. L'orage avait cédé la place à une pluie fine, régulière, qui dura de 16h30 jusqu'à 20h. Ensuite, les nuages commencèrent à se disperser et à laisser voir quelques étoiles brillantes. Garati serrait autour de lui ses vêtements trempés, sans avoir besoin de météo pour lui dire de quel côté soufflait le vent. Le printemps capricieux avait remporté sa bonne chaleur, comme un vieux tapis arraché de sous leurs pieds. La foule apportait peut-être un semblant de chaleur, une sorte de rayonnement. Il y avait de plus en plus de spectateurs massés le long du chemin. Ils regardaient passer les marcheurs, et puis rentraient chez eux, ou se précipitaient plus loin, vers un autre bon poste d'observation. Si c'était du sang qu'ils espéraient, ils en étaient plutôt pour leurs frais. La marche n'avait perdu que 2 garçons après Jensen, tous deux très jeunes, qui s'étaient tout bonnement évanouis. Ce qui en faisait exactement la moitié de partie. Non, un peu plus. 50 de moins, reste 49. Garati marchait seul, trop gelé pour avoir sommeil, les lèvres serrées pour les empêcher de trembler. Olson était toujours là, derrière. De vagues rumeurs avaient parié qu'Olson serait le 50e à prendre son ticket, mais ce n'avait pas été lui. Cet honneur insigne était échu au numéro 13, Roger Fenum. Pauvre numéro 13 malchanceux. Garati commençait à penser qu'Olson marcherait indéfiniment, jusqu'à ce qu'il tombe d'inanition, peut-être. Il s'était solidement verrouillé dans un endroit au-delà de la souffrance. Dans un sens, ce serait sans doute justice si Olson gagnait. Garati imaginait les manchettes. La longue marche remportée par un mort. Il avait les doigts de pied engourdis. Il les agitait de temps en temps dans ses chaussettes déchirées, mais ne sentait rien. La vraie douleur n'était plus dans les orteils, mais dans la plante des pieds. Un élancement vif, pénible, qui remontait à chaque pas jusque dans les mollets. Cela lui rappelait une histoire que sa mère lui lisait quand il était petit, celle d'une sirène qui voulait devenir une femme. Seulement, elle avait une queue de poisson, et une fée lui prédisait qu'elle aurait des jambes si elle le voulait fortement, mais à chaque pas qu'elle ferait sur la terre ferme, ce serait comme si elle marchait sur des couteaux. Mais elle pouvait avoir des jambes si elle voulait, et elle disait oui, oh oui, d'accord, et c'est ça la longue marche. En un mot, c'était ça. Avertissement. Avertissement numéro 47.
Oh, je vous ai entendu, cria Garati avec irritation, et il pressa le pas. La forêt se clairsemait. Le nord de l'État était derrière eux. Ils avaient traversé 2 paisibles bourgades résidentielles, aux trottoirs bondés de curieux, qui apparaissaient comme des ombres dans la lumière tamisée par la pluie des réverbères. Les acclamations étaient rares, il faisait trop froid, supposa-t-il. Trop froid et trop noir, et bon Dieu, maintenant, il avait encore un avertissement dont il lui faudrait se débarrasser, et ça, c'était le merdier. Ses pieds avaient tendance à ralentir, et il les força à accélérer. Quelque part, à l'avant, loin, Barkovitch dit quelque chose qu'il fit suivre de son rire odieux. Garati entendit nettement la réponse automatique de Mike Vries. Ta gueule, tueur. Barkovitch l'envoya paître, mais il paraissait maintenant démoralisé. Garati esquissa un triste sourire dans l'obscurité. Il avait reculé presque en queue de colonne, et il s'aperçut avec ennui qu'il était près de Stibbins. Stibbins avait quelque chose qui le fascinait. Il ne savait pas ce que c'était, et d'ailleurs ne tenait pas particulièrement à le savoir. Il était temps de cesser de se poser des questions, ça ne rapportait rien. Ce n'était qu'un merdier de plus. Une gigantesque flèche lumineuse trouait la nuit devant eux, étincelant d'un éclat maléfique. Tout à coup, une fanfare entonna une marche. Une fanfare de bonne taille, à en juger par le bruit. Les acclamations devinrent tonitruantes. L'air se remplit de flocons d'encens, et pendant un instant d'égarement, il crut qu'il neigeait, mais c'étaient des confettis. Ils changèrent de route, tournant à angle droit, et un grand panneau de l'autoroute du Maine annonça qu'Old Town était plus qu'à 25 petits kilomètres. Garati éprouva un soupçon d'exaltation, peut-être même de fierté. Après Old Town, il connaissait le chemin. Il le connaissait comme sa poche. C'est peut-être à ton avantage. Je ne le crois pas, mais peut-être. Garati sursauta. C'était à croire que Stibbins avait ouvert son crâne et s'était penché sur ses pensées. Quoi fit-il. Bah, c'est chez toi, non dit Stibbins. Oh, pas ici. Je ne suis jamais monté plus au nord que Greenbush, jamais. Sauf quand nous sommes allés jusqu'à la borne. Nous n'avons pas pris cette route, répondit Garati. Ils laissèrent la fanfare derrière eux, avec ses tubas et ses clarinettes qui luisaient doucement dans la nuit mouillée. Nous allons traverser ta ville, non demanda Stibbins. Non, nous passerons juste à côté, répondit Garati. Stibbins émit un grognement. Garati regarda à ses pieds et s'aperçut avec étonnement qu'il avait ôté ses chaussures de tennis et portait de souples mocassins. Ses tennis étaient fourrés dans sa chemise. Je les garde, on sait jamais, dit Stibbins, mais je crois que les mocassins feront le finish. Ah bon fit Garati. Ils passèrent devant une tour de radio, dressée comme un épouvantail dans un champ désert. Au sommet, un feu rouge clignotait, aussi régulièrement qu'un battement de cœur. Tu es content de voir celle que tu aimes demanda Stibbins. Oui, bien sûr, répondit Garati. Et qu'est-ce qui se passera après Après je continuerai de marcher, probable, répondit Garati. À moins que vous ayez tous assez de considération pour vous faire éliminer à ce moment-là. Oh, je ne crois pas, dit Stibbins, avec un sourire lointain. Tu es sûr que tu ne seras pas à bout après les avoir vus Oh, mon vieux, je ne suis sûr de rien, dit Garati. Je ne savais pas grand-chose quand j'ai pris le départ, et j'en sais encore moins maintenant. Mais tu crois que tu as une chance demanda Stibbins. Je n'en sais rien non plus. Je ne sais même pas pourquoi je me donne la peine de te parler. C'est comme quand on se met à fumer. Très loin en avant, des sirènes de police ululèrent. Hein, quelqu'un a traversé la route là-bas. Ou le cordon de police est plus clairsemé, expliqua Stibbins. Les gens s'énervent, Garati. Pense à tous les spectateurs qui dégagent la route pour toi. Bah, pour toi aussi, dit Garati. Oui, pour moi aussi, reconnut Stibbins, et pendant un long moment, ils marchèrent sans rien dire. C'est ahurissant comment l'esprit fait marcher le corps, murmura-t-il enfin. C'est ahurissant comment il prend sa place. La ménagère moyenne, elle fait bien ses 20 kilomètres par jour, du frigo à la planche à repasser ou à la corde à linge. Elle a bien envie de se reposer à la fin de la journée, mais elle n'est pas épuisée. Un représentant qui fait du porte-à-porte s'en tape 30, peut-être 32. Un gosse de lycée qui suit un entraînement de football marche sur 40 à 50 kilomètres en un jour, depuis le lever du matin jusqu'au soir. Ils sont tous fatigués à la fin, mais pas épuisés. Ouais, fit Garati. Mais une supposition que tu dises à la ménagère, reprit Stibbins. Aujourd'hui, vous devez faire 20 kilomètres à pied avant de pouvoir dîner. Garati hocha la tête. Ouais, elle ne sera pas fatiguée, elle sera épuisée, dit Garati. Stibbins ne répondit pas. Garati eut le sentiment ambigu de l'avoir déçu. Non demanda-t-il.
Tu penses bien qu'elle ferait ses 20 kilomètres avant midi pour pouvoir ôter ses souliers et passer l'après-midi à regarder ses feuilletons à la télé, répondit Stibbins. Et toi, est-ce que t'es fatigué, Garati? Oh oui, je suis fatigué, répondit-il. Épuisé? Oh, ça vient. Non, tu n'es pas encore épuisé, répliqua Stibbins, et il désigna Olson. Lui, il est épuisé. Il est presque foutu à présent. Garati observa Olson, s'attendant presque à le voir tomber raide pour ne pas faire mentir Stibbins. Mais où est-ce que tu veux en venir demanda Garati. Demande à ton copain sudiste, Baker. La mule n'aime pas la bourrée, mais elle aime les carottes. Alors tu accroches une carotte au bout d'un bâton devant ses yeux. Une mule sans carotte s'épuise, mais une mule avec une carotte met longtemps à se fatiguer. Tu piges? Non, répondit Garati. Stibbins sourit. Oh, ça viendra. Observe Olson. Il a perdu son appétit pour la carotte. Il ne le sait pas encore vraiment, mais il l'a perdu. Observe Olson, Garati. Il peut apprendre un tas de choses. Garati l'examina avec attention, sans trop savoir s'il devait le prendre au sérieux. Stibbins rit tout haut. Il avait un bon rire sonore, sain, un rire étonnant qui fit tourner la tête aux autres. Va donc, va lui parler, Garati. Et s'il ne veut pas parler, approche-toi bien et regarde-le de près. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et c'est une leçon très importante, à ton avis demanda Garati. Stibbins cessa de rire. Il saisit le poignet de Garati et le serra fortement. La leçon la plus importante que tu recevras de ta vie, peut-être. Le secret de la vie contre la mort. Réduis cette équation et tu peux te permettre de mourir, Garati. Tu peux passer ta vie comme un ivrogne en virée. Stibbins le lâcha. Garati se frotta lentement le poignet. Stibbins recommençait à l'ignorer, alors il s'éloigna de lui et se rapprocha d'Olson. Il avait l'impression d'être attiré vers Olson comme par un fil invisible. Il marcha à côté de lui en essayant de sonder ses traits. Une fois, il y avait très longtemps, il avait été effrayé à ne pas endormir de la nuit par un film. Avec qui? Oui, avec Robert Mitchum. Il jouait le rôle d'un implacable prédicateur du Sud qui était aussi un maniaque assassin. Olson lui ressemblait un peu en ce moment. Sa silhouette paraissait s'être allongée tandis qu'il perdait du poids. La déshydratation desséchait sa peau. Ses yeux disparaissaient presque dans les orbites creuses. Ses cheveux flottaient mollement sur son crâne comme un panache de maïs agité par le vent. Dans le fond, pensa Garati, il n'est plus qu'un robot, qu'un automate. Est-ce que le véritable Olson est caché là-dedans? Non, il est parti. Je suis tout à fait sûr que l'Olson, qui était assis dans l'herbe, en plaisantant, en racontant l'histoire du gosse qui était resté figé sur la ligne de départ, avait reçu là son ticket, que cet Olson-là était parti. Ce truc, c'est de l'argile morte. Olson, chuchota-t-il. Olson continua de marcher. Une maison hantée, ambulante. Il s'était souillé, il sentait mauvais. Olson, tu peux parler? Olson marchait. Son visage était tourné vers les ténèbres et il marchait. Oui, il marchait. Il y avait quelque chose qui se passait là-dedans, quelque chose qui fonctionnait encore, mais... Quelque chose, oui, mais quoi? Ils franchirent une nouvelle côte. La respiration de Garati devint de plus en plus courte et il finit par halter comme un chien. De petits nuages de vapeur montaient de ses vêtements mouillés. Il y avait une rivière en bas qui luisait dans le noir comme un serpent d'argent. La Stillwater, pensa-t-il. La Stillwater, près d'Old Town. Quelques cris plus ou moins enthousiastes se firent entendre, mais peu nombreux. Plus loin, niché sur l'autre rive, dans une boucle du cours d'eau, ou c'était peut-être la Penobscot, après tout, un bouquet de lumière, la ville d'Old Town. Un autre groupe lumineux, plus petit, sur la rive opposée, devait être Milford ou Bradley. Old Town, ils avaient tenu jusqu'à Old Town. Hé, Olson, dit-il, voilà Old Town. Ces lumières là, c'est Old Town, nous y arrivons, mon vieux. Mais Olson ne répondit pas. Alors Garati se rappelait ce qui lui échappait, mais ce n'était pas tellement important après tout. Olson lui rappelait le Hollandais volant, le vaisseau fantôme qui continuait de naviguer inlassablement alors que tout son équipage avait disparu. Ils descendirent rapidement une longue pente, suivirent un long virage en S, puis empruntèrent le pont qui enjambait, à en croire l'écriteau, Meadowbrook. De l'autre côté, un panneau routier annonçait « Côte abrupte ». Poids lourd passé en première. Il y eut quelques gémissements chez les marcheurs. Ils commencèrent à grimper. C'était une côte abrupte, pas de doute. Elle semblait se dresser au-dessus d'eux comme un toboggan. Elle n'était pas longue, même dans la nuit ils en voyaient le sommet.
Mais pour être raide, elle était raide. Garati se penchait en avant. Il sentait son souffle le fuir rapidement. Je vais avoir la langue pendante comme un chien quand j'arriverai en haut, pensa-t-il. Et puis il ajouta si j'arrive en haut. Ses deux jambes protestaient, depuis les cuisses jusqu'aux chevilles. Ses jambes lui hurlaient qu'elles en avaient marre et qu'elles n'allaient pas supporter ça plus longtemps, pas question. Mais si, leur dit Garati, mais si, sans quoi vous mourrez. On s'en fout, répondirent les jambes. On s'en fout de mourir, de mourir, de mourir. Ses muscles s'amollissaient, semblait-il, fondaient comme de la gelée laissée au soleil. Ils étaient secoués de vibrations incoercibles. Ils tremblaient comme des marionnettes mal manipulées. Des avertissements claquaient à droite et à gauche, et Garati comprit qu'il allait bientôt s'en attirer un. Il gardait les yeux rivés sur Olson, se forçant à aligner son allure sur celle d'Olson. Ils réussiraient ensemble, ils arriveraient au sommet de cette colline meurtrière, et alors il obligerait Olson à révéler son secret. Ensuite, tout serait au poil, et il n'aurait plus à s'inquiéter de Stibbins ou de McVryes, de Jan ou de son père. Non, même pas de Beagle d'Alessio, qui avait étalé sa tête sur un mur au bord de la route numéro 1, comme un paquet de colle. Qu'est-ce que c'était? Un vol plané de 30 mètres? 15 ou quoi? Maintenant, il haletait. Les premières détonations claquèrent. Il y eut un long cri aigu, vite couvert par d'autres coups de feu, et presque au sommet, ils en eurent encore un autre. Garati ne voyait rien dans le noir. Son cœur à la torture palpitait à ses tempes. Il se fichait complètement de savoir qui avait été abattu cette fois. Ça n'avait aucune importance. Seule la douleur en avait, cette horrible douleur déchirante dans ses jambes et ses poumons. La colline s'arrondit, s'aplatit, s'arrondit encore sur l'autre versant. La pente était douce, parfaite pour reprendre haleine, mais l'impression de muscles en gelée fondante ne le quittait plus. Mes jambes vont m'abandonner, pensa-t-il calmement. Jamais elles ne me porteront jusqu'à Freeport. Je ne crois pas que je vais arriver à Old Town. Je meurs, je crois. Un tumulte commença alors à lui parvenir dans la nuit, sauvage et orgiaque. C'était une voix, de nombreuses voix, qui toutes répétaient inlassablement la même chose. Garati, Garati, Garati. C'était Dieu, ou son père, sur le point de lui couper les jambes avant qu'il puisse apprendre le secret de... Comme un tonnerre. Garati, Garati, Garati. Non, ce n'était pas son père, et ce n'était pas Dieu. C'étaient apparemment tous les élèves du lycée Dalton qui répétaient son nom à l'unisson. Quand ils aperçurent sa figure blême, épuisée, crispée, le cri se transforma en folles acclamations. Les filles agitaient des fanions, des pompons. Les garçons poussaient des sifflements stridents. Garati les salua de la main, sourit, hocha la tête, tout en se rapprochant sournoisement d'Olson. « Olson !» chuchota-t-il. « Olson !» Les yeux d'Olson eurent une petite lueur, peut-être, une étincelle de vie, comme le dernier sursaut du vieux démarcheur d'une automobile à la ferraille. « Dis-le-moi maintenant, Olson, dis-moi ce qu'il faut faire. » Les filles et les garçons du lycée... Est-ce que je suis allé au lycée se demanda Garati, ou est-ce que je n'ai pas rêvé étaient maintenant derrière eux et criaient toujours avec enthousiasme. Les yeux d'Olson se déplacèrent par à-coups dans leurs orbites, comme s'ils étaient rouillés depuis longtemps et avaient besoin d'huile. Sa bouche s'ouvrit, il y eut presque un déclic. « Oui, c'est ça, chuchota avidement Garati. « Parle, parle-moi, Olson, dis-moi, dis-moi. »« Ah !» fit Olson. « Ah !» Garati se rapprocha encore. Il posa une main sur l'épaule d'Olson et se pencha sur l'aura maléfique de sueur, de mauvaise haleine et d'urine. « S'il te plaît, fais un effort. Le jardin de Dieu. » « Le jardin de Dieu ?» répéta Garati en hésitant. « Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin de Dieu, Olson ?»« C'est plein de mauvaises herbes, fit tristement Olson, et sa tête rebondit contre sa poitrine. Garati ne dit rien, il en était incapable. Ils entamaient une autre côte, et il perdait déjà de nouveau son souffle. Olson, lui, ne paraissait pas du tout essoufflé. « Je ne veux pas mourir, » acheva Olson. Les yeux de Garati étaient soudés au visage ravagé d'Olson. Olson se tourna péniblement vers lui et releva lentement sa tête ballante. Garati. Oui, c'est moi, répondit-il. Quelle heure il est? Garati avait remonté et remis sa montre à l'heure, Dieu savait pourquoi.
20h45, répondit-il. Pas plus tard que ça? Une vague expression étonnée passa sur sa figure de vieillard. Olson! Garati secoua doucement l'épaule d'Olson, et tout le corps oscilla comme une grue par grand vent. Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est, hein, Alfie? Tout à coup, Garati se mit à bredouiller comme un fou. Olson le regarda d'un air sournoisement calculateur. Garati, chuchota-t-il dans un souffle au relent de bouche d'égout. Quoi? Quelle heure est-il? Oh merde! Lui cria Garati. Il tourna la tête vivement, mais Stibbins regardait fixement la route. S'il se moquait de lui, il faisait trop noir pour le voir. Garati! Quoi? Répéta-t-il plus calmement. Jésus te sauvera! Olson releva complètement la tête. Il commença à se diriger vers le bas-côté. Il marchait vers le half-track. Avertissement! Avertissement, numéro 70! Olson ne ralentit pas du tout le pas. Il marchait avec un air de dignité bafoué. Le brouhaha de la foule se tut. Tout le monde le regardait avec des yeux ronds. Pas un instant, Olson n'hésita. Il atteignit le bas-côté. Il posa ses mains contre le flanc du half-track. Il entreprit péniblement d'y grimper. « Olson !» hurla Abraham, suffoqué. « Hé, c'est Olson !» Les soldats levèrent leurs armes en 4 temps, avec une parfaite synchronisation. Olson empoigna le canon le plus proche de lui et l'arracha des mains qui le tenaient, comme si c'était un bâton d'esquimau. Le fusil alla retomber bruyamment dans la foule. Elle s'en écarta peureusement en poussant des cris perçants, comme si c'était une vipère. Un des 3 autres fusils fit feu. Garati vit l'éclair au bout du canon. Il vit la chemise d'Olson onduler quand la balle le traversa de part en part au niveau du ventre. Olson ne s'arrêta pas. Il se hissa au sommet du half-track et saisit le canon de l'arme qui venait de le blesser. Il le leva en l'air alors qu'un nouveau coup de feu claquait. « Vas-y, Olson !» glapit sauvagement McVryse. « Vas-y, tue-les! Tue-les !» Les 2 autres soldats tirèrent à l'unisson et l'impact des balles fit basculer Olson à terre. Il tomba sur le dos, les bras en croix, comme un crucifié. Un côté de son ventre était noirci et déchiqueté. 3 autres balles furent tirées sur lui. Un des gardes qui l'avait désarmé avait récupéré, sans effort, un autre fusil à l'intérieur du half-track. Olson s'assit. Il plaqua ses mains contre son ventre et dévisagea calmement les soldats, prêts à tirer encore au sommet de l'énorme blindé. Les soldats soutinrent son regard. « Salaud !» sanglota McVryse. « Espèce de sale fumier !» Olson s'apprêtait à se relever. Une nouvelle volée de balles le renvoya sur le dos. Garati entendit du bruit derrière lui. Il n'eut pas besoin de se retourner, il savait que c'était Stibbins. Stibbins qui riait tout bas. Olson se rassit. Les fusils étaient toujours braqués sur lui, mais les soldats cette fois ne tirèrent pas. Leur attitude indiquait plutôt la curiosité. Lentement, posément, Olson se remit debout en se tenant le ventre. Il parut renifler en l'air sa direction, reprit le sens de la marche et avança en vacillant. « Qu'on l'achève !» hurla une voix scandalisée dans la foule. « Pour l'amour de Dieu, qu'on l'achève !» Les intestins d'Olson, comme des serpents bleus, glissaient lentement entre ses doigts. Il pendait, tel un chapelet de saucisses devant ses organes génitaux, ballottant d'une façon obscène. Il s'arrêta, se pencha comme pour les récupérer. Les récupérer, pensa Garati, dans un vertige d'étonnement et d'horreur, et vomit un grand caillot de sang et de bile. Puis il se mit à marcher, courbé en 2. Sa figure était d'un calme béat. « Oh mon Dieu !» dit Abraham, en se tournant vers Garati, les mains plaquées sur la bouche, la figure verdâtre, les yeux exorbités. « Dieu de Dieu, Ray, quelle saloperie !» Abraham vomit entre ses doigts. « Allons, pensa Garati avec détachement, voilà ce vieil Abraham qui va au refil. Et la suggestion numéro 13, Ab. Ils lui ont tiré dans le ventre, dit Stebbins derrière lui. Ils ont fait ça exprès, pour dissuader les autres de tenter le coup de la charge de la brigade légère. Oh, écarte-toi de moi, gronda Garati. Fous-moi le camp, ou je te casse la gueule. Stebbins recula vivement. Avertissement! Avertissement, numéro 88. Le rire de Stebbins fusa doucement. Olson tomba à 4 pattes, la tête pendant entre ses bras. Un des fusils tonna, et une balle fit sauter un éclat d'asphalte à côté de sa main gauche avant de ricocher en sifflant. Lentement, péniblement, douloureusement, il se remit sur ses pieds. Il joue avec lui, pensa Garati.
Toute cette affaire doit les ennuyer terriblement, alors ils jouent avec Olson. Est-ce qu'Olson est drôle, les gars? Est-ce qu'Olson vous amuse bien? Garati se mit à pleurer. Il courut vers Olson et tomba à genoux à côté de lui. Il serra contre sa poitrine, la tête lourde, brûlante de fièvre. Il sanglota sur les cheveux secs et nauséabonds. Avertissement! Avertissement numéro 47! Avertissement! Avertissement numéro 61! McVryse le tirait. Encore McVryse. Lève-toi, Ray, lève-toi! Tu ne peux rien pour lui! Je t'en prie, pour l'amour de Dieu, relève-toi! C'est pas juste, gémit Garati, qui avait une traînée poisseuse de sang d'Olson sur la joue. C'est pas juste! Oui, je sais, viens, allez, viens, dit McVryse. Garati se releva. McVryse et lui repartirent rapidement à reculons en observant Olson qui était à genoux mais tentait de se relever. Il se dressa au milieu de la chaussée, un pied de chaque côté de la ligne blanche. Il leva les deux mains au ciel, un soupir parcourut la foule. « Je m'y suis mal pris !» hurla-t-il d'une voix chevrotante avant de tomber raide mort. Les soldats du half-track lui logèrent encore 2 balles dans le corps, puis le traînèrent vers le bas-côté. « Eh ben voilà, c'est fini. » Ils marchèrent en silence pendant une dizaine de minutes. La seule présence de McVryse apportait à Garati une sorte de réconfort. « Je commence à entrevoir quelque chose, Pete, dit-il finalement. Il y a un motif. Ce n'est pas entièrement dépourvu de raison. »« Ouais, compte là-dessus et bois de l'eau, lui dit McVryse. « Il m'a parlé, Pete, reprit Garati. Il n'était pas mort avant qu'il l'abatte. Il était vivant, cria Garati, et il le répéta parce que c'était à ses yeux ce qu'il y avait de plus important dans l'incident Olson. Il était vivant. Ça ne change rien, répliqua McVryse avec un soupir las. Il n'est qu'un numéro, une partie du tout, le numéro 53. Tout ce que ça signifie, c'est que nous approchons, c'est tout. Tu ne le penses pas vraiment, dit Garati. Oh, ne me dis pas ce que je pense ou ne pense pas, protesta McVryse. Fous-moi la paix, tu veux? Je nous situe à environ 20 kilomètres d'Alton, dit Garati. Oh ben dis donc, merde, dit McVryse. Et est-ce que tu sais comment va Scram? Demanda Garati. Moi, je ne suis pas son docteur. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? McVryse rit. Nous sommes ici tous les deux, et tu veux savoir ce que j'ai? Je me fais du souci pour mes impôts de l'année prochaine, voilà. Je m'inquiète du prix du blé dans le Dakota du Sud, voilà aussi. Olson, ses tripes dégringolaient, Garati. À la fin, il marchait avec ses tripes qui foutaient le camp, et ça me ronge. C'est ça qui me ronge. Il s'interrompit, et Garati le regarda lutter pour ne pas vomir. Brusquement, McVryse annonça. Scram, il va mal. Ah oui, fit Garati. Collie Parker lui a tâté le front, et il dit qu'il est brûlant. Il parle bizarrement. De sa femme, de Phoenix, de Flagstaff, de drôles d'histoires sur les Hopis et les Navajos et les poupées Kachina. C'est difficile à comprendre. Combien de temps penses-tu est-ce qu'il peut durer? Demanda Garati. On va savoir, répondit McVryse. Il pourrait nous enterrer tous. Il est bâti comme un bison et il se donne beaucoup de mal. Mais bon Dieu, qu'est-ce que je suis fatigué. Et Barkovitch? Demanda Garati. Il pige, répondit l'autre. Il sait que nous serons nombreux à être heureux qu'il prenne son ticket pour l'au-delà. Il s'est mis dans la tête de durer plus longtemps que moi, le sale petit fumier. Il n'aime pas que je lui file le train. Pas marrant, bien sûr, je sais, dit McVryse en éclatant de son rire dément que Garati n'aimait pas. Mais il a la trouille. Il y va mollo pour ses poumons. Il garde ses forces pour ses jambes. Oui, comme nous tous, dit Garati. Ouais. Holton approche, tu dis 20 kilomètres. Oui, c'est ça, dit Garati. Est-ce que je peux te dire quelque chose, Garati? Oh, bien sûr, répondit-il. J'emporterai ça dans la tombe. Ah ouais, c'est sûrement vrai, dit McVryse. Quelqu'un, en avant, alluma un pétard dans la foule, et Garati et McVryse sursautèrent. Plusieurs femmes poussèrent des cris perçants. Un gros homme, au premier rang, jura en postillonnant une bouchée de pop-corn. Si tout ça est tellement horrible, dit McVryse, c'est parce que c'est insignifiant. Tu sais, nous nous sommes vendus et nous avons échangé notre âme contre du mépris. Olson, il était méprisable. Il était magnifique aussi, mais l'un n'exclut pas l'autre. Il était magnifique et méprisable. D'un côté comme de l'autre, ou des deux, il est mort comme un insecte sous un microscope. Mais t'es pire que Stibbins, grommela Garati. Je regrette que Priscilla ne m'ait pas tué, reprit McVryse. Au moins, je n'aurais pas été insignifiant, acheva Garati.
Ouais, je crois. Écoute, j'aimerais dormir un peu si c'est possible. Tu veux bien? Oui, je te demande pardon. Mais McVrise était vexé. Non, c'est moi. Écoute, ne prends pas ça à cœur. C'est vraiment, oui, insignifiant. McVrise rit pour la troisième fois, de son rire un peu fou, et Garati regretta, une fois de plus, de s'être fait des amis sur la longue marche. Ça rendait tout plus dur. En fait, c'était déjà dur. Il ressentait des tiraillements dans ses intestins. Ils auraient bientôt besoin d'être vidés. La pensée lui fit mentalement grincer des dents. On le montrerait du doigt en riant. Il ferait sa crotte dans la rue comme un chien corneau, et ensuite les gens la ramasseraient avec des torchons en papier et la mettraient dans des bocaux en souvenir. Il lui semblait impossible que des gens fassent des choses pareilles, mais il savait que cela arrivait. Olson avait ses tripes qui dégoulinaient, McVride et Priscilla et la fabrique de pyjamas, Scram brûlant de fièvre, Abraham. La tête de Garati retomba, il s'assoupit. La marche continuait. Par monts et par vaux, dans les bois et dans les champs, en haut des côtes et sous les ponts et le long des ruisseaux, Garati pouffa dans les recoins embrumés de son cerveau. Ses pieds se posaient sur l'asphalte et son talon branlant claquait comme un vieux volet dans une maison abandonnée. Je pense, donc je suis. Première année de latin. De vieilles ritournelles dans une langue morte. Sonner les matines, ding ding dong. J'existe, donc je suis. Un autre pétard claqua. Il y eut des acclamations. Le halfstrack vrombissait. Garati guetta son avertissement, puis s'assoupit plus profondément. Papa, je n'étais pas heureux que tu partes, mais tu ne m'as jamais vraiment manqué depuis. Désolé. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je n'ai pas de désir subconscient de suicide. Désolé, Stibbins, navré, mais... Les fusils encore. Il se réveilla en sursaut et entendit le bruit familier du sac jeté par terre. Un autre garçon en route vers Jésus. La foule hurla d'horreur et rugit son approbation. Garati, glapit une femme. Ray Garati, nous sommes avec toi, mon garçon. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, Ray. Elle avait une voix vulgaire, éraillée, qui perçait dans le brouhaha, et des têtes se tournèrent, des coups se tendirent, pour mieux voir le champion du Maine. Il y eut quelques huées noyées dans les hurrahs. La foule reprit sa litanie. Garati écouta son nom jusqu'à ce qu'il se réduise à un amalgame de syllabes sans signification, sans rapport avec lui. Il agita distraitement la main et se rendormit.